Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui l'honorable Abel Djouré, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, élu de Ouragayo et de Bayota. Est-ce que vous avez vu venir la décision de la CPI d'acquitter et de libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Non, non, là je vous le dis, franchement, non. Non, je ne suis pas de la sphère juridique, donc je ne m'y connais pas du tout. Nous avons suivi, comme tout le monde, au début, le déroulement du procès, mais ensuite, la forme que ça devait donner et aboutir donc à l'acquittement, voilà, nous n'avons pas vu venir. Je n'ai pas vu venir. J'allais dire que j'ai été, comme tout le monde, mis devant le fait. Et puis, bon, nous avons apprécié. Voilà. Gbagbo libre, Gbagbo acquitté, tout comme Charles Blé Goudé. Est-ce qu'à vos yeux, ce n'est quand même pas une déculottée pour la CPI? Non, pour moi, bien au contraire. Bien au contraire, parce que les gens ont toujours dit que la CPI était aux ordres et que la CPI exécutait donc les mots d'ordre des États, sinon j'allais dire des chefs d'État. Mais voilà que là où tout le monde, certainement, beaucoup de personnes s'attendaient à la condamnation sans réserve de Gbagbo et de Blé Goudé, c'est un acquittement qui est donc prononcé. Donc pour moi, hein, c'est un avis personnel que je donne, cela crédibilise la CPI, pour moi. Pour tous ceux qui ont crié haut et fort que Gbagbo était... non, Gbagbo était livré pour être condamné parce que la CPI est aux ordres, ils en ont eu pour leurs frères. Voilà. Maintenant, Gbagbo n'est plus coupable. C'est ce que la justice a dit. Pour les faits qui lui étaient reprochés. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Pensez-vous qu'il aurait pu être coupable pour d'autres faits qu'on aurait peut-être pu lui reprocher? Bon, je ne peux pas être à la place des juges. Donc je ne veux pas penser. Voilà. 231 jours d'audience, 8 ans de procédure pratiquement, 82 témoins à charge pour des milliers de documents de preuves et finalement rien. Ça interroge quand même. Oui. Est-ce qu'il aurait fallu l'envoyer là-bas? Mais la CPI a réclamé Laurent Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a coopéré, simplement. Et l'État de Côte d'Ivoire aurait pu dire non aussi. L'État de Côte d'Ivoire aurait pu dire non, mais ce qu'il faut remarquer, enfin ce qu'il faut faire remarquer, c'est que les traités de Rome qui instituent la CPI ont été ratifiés sous le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo, pour parler un peu comme chez nous, qui a fait adhérer la Côte d'Ivoire à la CPI. Dès l'instant où la CPI constate qu'il y a donc des situations conflictuelles, de guerre et de crise dans un État, la CPI se saisit de ce droit que l'État en question lui a donné pour demander que les présumés mis en cause soient donc acheminés pour qu'ils soient jugés. Le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir quand le président Laurent Gbagbo a accepté que la Cour pénale internationale, la CPI, ait donc au droit d'existence en Côte d'Ivoire. Pendant donc la crise post-électorale, sinon après, j'allais dire, la CPI a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de respecter cet engagement qu'a pris le gouvernement de Laurent Gbagbo en son temps.
l'État de Côte d'Ivoire n'a fait que coopérer. Ce n'est pas le président Ouattara qui a, de go, décidé d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI. La preuve est qu'il a dit qu'aucun Ivoirien ne serait plus jamais transféré à la CPI. C'est après coup. Oui, après, mais ça s'explique aussi. Parce que quand il prenait les rênes du pouvoir, enfin les rênes de la gouvernance ou bien du pouvoir, mais la justice était quasi inexistante en Côte d'Ivoire. Donc, c'était un fait majeur pour lui qu'il accède à la demande de la CPI. Mais c'est ce qu'il a fait. La CPI a donc mené ses enquêtes dans lesquelles le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas interféré. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle a trouvé les conclusions qu'elle a données qui ont abouti donc à l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Oui, mais... Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'y est pour rien, absolument rien. Et ça, il faut l'expliquer pour que les gens le sachent. Alors, Laurent Gbagbo est maintenant libre. Est-ce qu'on peut penser que sa libération pourrait accélérer la mise en place de la plateforme que le président Henri Konan Bédié appelle de ses voeux autour du PDCI avec le FPI et d'autres partis d'opposition? Je ne suis pas de ce groupe. Il n'empêche, vous êtes un élu de la nation, je ne suis pas de ce donc groupe. Une personnalité politique. Oui, mais je ne suis pas de ce groupe, donc je ne peux pas présager de ce qui va advenir. Cependant, la plateforme ou bien la forme plate que le président Bédié s'active à mettre en place, pour moi, j'allais dire la montagne n'accoucherait que d'une souris. Parce que... Il y a quelques années, on a dit autant du RHDP, et pourtant le RHDP est arrivé au pouvoir quelques années après. Oui, mais le RHDP, c'était le président Bédié, le président Ouattara et les autres. Et les autres. Et c'est pour cela que... c'est pour cela que le RHDP est allé jusqu'à faire ses prouesses. Aujourd'hui, le RHDP s'est mis en place de façon solide, sans le président Bédié, qui s'est attaché les services de certains menus frétins. Bon, nous observons, mais nous sommes sûrs et nous sommes convaincus que c'est une forme plate qu'il met en place, et non une plateforme, parce qu'il n'y a pas de fond et la lisibilité n'est pas tellement visible, si je peux m'exprimer donc ainsi. Alors nous, de notre côté, nous restons sereins et nous savons qu'en 2020, le RHDP tiendra donc toutes ses promesses. Il n'y a pas à douter. Le PDCI est sorti du RHDP. Qu'est-ce qui prouve que les autres partis ne sortiraient pas du RHDP à quelques mois de la prochaine présidentielle? Nous venons d'organiser le congrès constitutif du RHDP qui consacre la création donc de ce parti-là. Et nous sommes convaincus que c'est des gens sérieux qui se retrouvent dans le RHDP. Toutes les tentatives ont été menées, toutes les tractations ont été menées, tout y est passé. Même les cadres PDCI qui sont avec nous ont été traités de tous les noms. Ils sont restés sereins, responsables. Donc nous sommes convaincus que nous irons jusqu'au bout. Le RHDP parti créé fera donc des prouesses. Et la forme plate que le président Bédié met en place aura son existence
en tant que parti d'opposition, et il faudra une opposition forte pour faire vivre la démocratie, nous, ça nous enchante. À quel moment les partis perdront leur identité propre pour se fondre véritablement dans l'identité RHDP? Parce que, à votre niveau, c'est aussi un débat. À quel moment les partis vont disparaître? Cela relève de la responsabilité du président du parti. Cela relève de la responsabilité du président du parti qui en accord avec les autres leaders, trouveront le mécanisme nécessaire pour en arriver là. Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Je ne suis pas le président du parti. Oui, pendant combien de temps devrait durer cette réflexion-là? Tout au moins. Encore une fois, je ne suis pas le président du parti. Il le fera, il se donnera le temps nécessaire pour le faire. Est-ce que vous comprenez quand même le PDCI qui n'accepte pas, qui n'a pas accepté d'appartenir à ce RHDP-là, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'opinion? Non, ce n'est pas cela. C'est pas au nom de la liberté d'opinion ou au nom de la liberté d'expression que le PDCI n'a pas accepté ou bien a refusé d'appartenir au RHDP. À ce RHDP-là. À ce RHDP. Le PDCI est bien d'accord d'appartenir au RHDP. Mais selon le président Bédié, ce serait après 2020. Donc c'est une question c'est la question de l'alternance, d'une prétendue alternance qu'on lui aurait promis, qui a fait que le PDCI a refusé de partenir à ce RHDP. Mais c'est son droit. Oui, bien sûr, c'est son droit. Donc on ne peut pas l'y emmener de force. Il a claqué la porte. Bon, mais on a comme voilà. l'impression que cette décision-là crée une sorte de malaise au sein de ce parti et que jusque-là, vous n'avez toujours pas digéré ce refus du PDCI d'appartenir à ce RHDP-là. Mais pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas digéré? Pourquoi? C'est l'impression en tout cas. Oui, c'est une impression. Bon, c'est une impression et c'est votre impression. Mais nous pensons que de façon responsable, chacun agit. Le PDCI a jugé qu'il était nécessaire de faire chemin à part. Bon, on ne pouvait pas l'obliger, je viens de le dire tantôt. Il est parti, il est en train de mettre en place donc sa structure. Mais nous avons tranquillement continué avec les autres partis qui ont bien voulu aller avec nous pour créer le RHDP, parti politique. Nous n'avons aucun problème et je pense que c'est de bonne guerre. Hein, c'est de bonne guerre. Chaque bloc se prépare pour les élections futures et nous sommes totalement sereins que nous avons du répondant et nous n'avons pas de crainte à avoir. Y a-t-il un problème Soro au RHDP, au RDR pour commencer? Un problème Soro au RDR? Non, à ma connaissance, non. Sorodium, jusqu'à ce que nous créions le RHDP, était vice-président du RDR. Donc, partie prenante de la direction du RDR. Donc, il n'y a pas de problème Soro. En son temps, il n'y avait pas de problème Soro au RDR. Il y en a maintenant. Et je veux dire que les problèmes ont été créés par Soro lui-même et son entourage. Et c'est quoi? Les problèmes ont été créés par Soro lui-même et son entourage. Quels sont ces problèmes? Ils ont de façon artificielle créé donc une opposition pour se passer pour des victimes du système Ouattara. J'ai été l'un des plus proches collaborateurs de Sorodium. Lorsque ce genre de démarche a été entrepris, nous avons interpellé nos amis, nos camarades.
nous les avons interpellés. Alors, qu'est-ce que les gens nous répondaient? Oui, le président Ouattara a promis de passer la main à Soro Guillaume et nous constatons qu'il a changé d'avis. Donc, nous agissons de cette façon. Mais moi, Dioré, je ne mange pas de ce pain. Parce que, nulle part, il nous a été prouvé que cela était. Voilà. Et c'est de là... Pour vous, c'était du chantage. Et c'est de là que tout est parti. Et ils sont restés dans cette logique. Donc, c'est de façon artificielle qu'ils ont créé cette opposition, cette division. Mais en même temps, est-ce que Guillaume Soro ne serait pas légitime à vouloir être également un jour président de la République quand on voit son parcours politique? Toute ambition est légitime. Toute ambition est légitime. Cependant, quand on s'inscrit dans un ensemble, le minimum, c'est de se soumettre à la discipline de l'ensemble. Mais c'est quand on ne se soumet pas à la discipline de l'ensemble qu'il y a problème. Voilà. Donc, des actes de défiance ont été posés, ont été développés, des injures ont été, j'allais dire, lancées, et nous sommes restés donc dans cette atmosphère d'opposition artificielle pour qu'on en arrive aujourd'hui à là où nous sommes. Maintenant, alors, pour revenir à votre question, le président Ouattara a donc répondu aux journalistes concernant la question, est-ce qu'il va quitter l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée. Je pense que pour les informations que nous avons reçues, il y a eu des rencontres entre les deux hommes, et les deux hommes ont convenu donc d'un certain nombre de choses que je ne pourrais pas dévoiler ici. Alors, c'est donc compte tenu de tous ces éléments, je pense bien, compte tenu de tous ces éléments, que la réponse aux journalistes est venue. Mais avant cela, moi-même, compte tenu du comportement déviationniste de Soro, que moi j'ai constaté en tant que son ancien collaborateur, je l'ai dit, je l'ai interpellé, je lui ai dit pour son honneur, pour sa dignité, il serait mieux que lui-même, il parte de la tête de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Et s'il refusait de partir, qu'est-ce qui adviendrait? On avisera. On avisera. Tout simplement. Oui, on avisera. Quels sont aujourd'hui les outils dont dispose l'Assemblée nationale pour démettre un président de cette institution? Prenons la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, la dernière Constitution. Aucun mécanisme n'est prévu. Dans nos règlements de l'Assemblée nationale non plus, il n'est prévu aucun mécanisme. Mais je sais qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution. C'est-à-dire? Si nous voulons... Bon, ce n'est même pas la peine d'aller même dans tous ces sens-là. Il a déjà dit au président qu'il va partir. Et le président a répondu de façon officielle aux journalistes qu'en février, il rendra sa démission. Nous devons nous en tenir à ça. Oui, voilà. D'où ma question. Et s'il, entre-temps, réfléchissait et puis il se disait, bon, finalement, je ne pars plus. Ça poserait le problème de manque de sérieux de l'homme, simplement. Et donc, il va continuer de rester président du Parlement. On avisera. On le disait tantôt, vous étiez un des hauts responsables des forces nouvelles. Vous occupiez des finances au départ du ministre Moussa Dosso. Et qu'est-ce qui s'est donc passé avec Soro pour qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'au RDR, vous êtes la personne la mieux armée pour démolir son image? C'est l'impression que vous avez. C'est l'impression qu'on a, pas moi, mais c'est l'impression que
chacune de vos sorties renvoie à l'opinion, c'est-à-dire que, puisque vous le connaissez mieux qu'un certain nombre de gens, les meilleurs arguments pour le démolir, entre guillemets, hein, à ce qu'il paraît, viennent de vous. D'accord. Est-ce que c'est un rôle dans lequel on vous confine? Vous savez, ce qui caractérise l'homme, c'est d'abord sa personnalité et la démarche qu'il suit dans une certaine logique. J'ai pour principe de respecter et de vivre ce que je fais. Quand je me suis retrouvé donc dans la rébellion de Ouragayo et de Bayota que je suis, j'ai été combattu à tous les niveaux. Mais j'ai tenu et je suis resté dans mes bottes, je suis resté dans ma logique jusqu'au bout. Nous avons dit tout à l'heure, et nous l'avons développé, que nos amis ont donc développé une opposition artificielle qui ne reposait sur rien du tout. Et ils n'ont pas pu nous convaincre de ce que la posture qu'ils ont adoptée reposait sur quelque chose de solide. En clair, le président Ouattara a dit qu'il n'avait promis à personne le pouvoir. Vous suivez? À partir de ce moment, le premier rôle que nous avons eu à jouer aux côtés de nos amis, aux côtés de nos camarades, c'est de les appeler à l'ordre, de les emmener à regarder, à voir autrement la lutte que nous avons menée et qui a abouti à cette Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Eux, ils disent que c'est vous qui avez trahi la lutte. Justement, à partir de ce moment, quand tu veux donc raisonner les gens que tu penses qui sont en train de s'égarer et que c'est ceux-là même qui te disent que c'est toi qui as trahi, à partir de ce moment, mais le cordon est coupé. Le cordon est coupé et chacun y va de ses arguments. Donc nous disons que nous n'avons pas connaissance de ce que le président Ouattara aurait promis le pouvoir au président Guillaume Soro et qui n'aurait pas respecté, ce qui pourrait donc entraîner donc ces levées de boucliers. Vous suivez? Donc je ne fais que suivre ma logique. Je ne cherche pas à détruire Soro. Ce n'est pas cela ma prétention, ce n'est même pas ça mon objectif. Je dis que le président Ouattara ne mérite pas que l'entourage de Soro Guillaume l'insulte, le vilipende. Les cadres du RDR ne méritent pas que nos propres amis, nos propres camarades les vilipendent, les insultent. Ils sont allés jusqu'à traiter d'autocrate le pouvoir de Ouattara. Ce n'est pas juste, parce que c'est sans fondement qu'ils le font. Ça ne repose sur rien. Les gens se sont fait des films dans leur tête et ils ajustent en fonction de leurs propres films qui se sont faits. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans cela. Donc, nous n'avons pas de compte personnel à régler. Non, non, non. Nous suivons une logique. Nous n'avons pas nous associer à la destruction de ce que nous nous sommes battus pour construire. Très bien. Mais moi, je n'avais pas de problème d'identité. C'est-à-dire, quand je me suis retrouvé dans la rébellion à Bouaké, là, au moment où les uns et les autres disaient qu'ils se battaient pour carte d'identité, moi, j'avais ma carte d'identité. Je me battais pour un idéal, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire modèle, une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens sont jugés à partir de leurs valeurs intrinsèques, une Côte d'Ivoire où il n'y aurait plus d'exclusion. C'est pour ça que je me suis battu. Je ne me suis pas battu pour que des gens luttent le fauteuil présidentiel. Non, je ne me bats pas contre une personne, je suis ma logique,
Je suis la logique, je suis mes principes. Très bien. Comment réagissez-vous à ce qui arrive à M. Alain Loboyon, l'un de vos collègues à l'Assemblée nationale, que vous connaissez, je dirais même un peu trop bien? Il a écopé de 12 mois de prison et 300 000 amendes, 300 000 francs CFA d'amende pour un tweet. Comment je réagis à cela? Mais je constate que la justice a tranché et il a été condamné. Vous n'êtes pas solidaire des autres députés qui le défendent? Vous savez, les gens se mettent dans des situations de dissidence, de façon, j'allais dire, de façon instinctive. Le président Houphouët disait qu'il nous conseille, nous les Ivoiriens, la solidarité dans le malheur et non dans le mal. La solidarité dans le malheur et non dans le mal. Quand on écoute ces paroles de sage, alors on doit savoir raison garder. Vous allez prendre tous les députés, la quasi-totalité des députés, des quelques députés qui se sont retrouvés au palais de justice, mais c'était des députés qui se sont mis dans la peau de dissidents. Donc, parmi ces députés, vous allez voir ceux qui se réclament de Soro, vous allez voir ceux qui se réclament de Henri Konan Bédié, et c'est donc ce Gouta-là qui allait à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas tous les députés. Mais est-ce Voilà. qu'un député qui est condamné alors que son immunité parlementaire n'a pas été levée, est-ce que ça n'interroge pas l'élu de la nation que vous êtes? L'immunité parlementaire n'est pas un passeport, j'allais dire, inviolable. Voilà. Il y a des dispositions qui lèvent de façon automatique l'immunité. Et le procureur de la République a qualifié le délit du député Loboyon. Propagation de fausses nouvelles. Flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Dès l'instant où il y a flagrant délit, automatiquement l'immunité parlementaire saute. Voilà, et c'est de ça qu'il est question. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut retenir, il faut se vêtir du manteau d'humilité. C'est différent d'humilité. Il faut être humble. La défiance à l'autorité, à tous les coups, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Bien au contraire, à la destruction de soi-même. Et si j'ai des conseils à donner, c'est cela que je dirais aux uns et aux autres. C'est Dieu qui établit le pouvoir. C'est Dieu qui établit l'autorité. On ne peut pas défier l'autorité impunément. Donc vous dites que ce qui arrive à Alain Loboyon, il l'a bien mérité? C'est vous qui le dites. Ah non, quand je vous écoute... C'est vous qui le dites. Non, quand je vous écoute, c'est la réflexion que je fais tout de suite. En tout cas, je ne vous empêcherai pas de faire la réflexion qui vous sied. Non, ce n'est pas qu'elle me convient, cette réflexion. Elle m'interroge plutôt. Mais quand je vous écoute, quand j'écoute les conseils que vous lui donnez indirectement, je me dis, quand vous dites qu'on ne peut pas défier indéfiniment un pouvoir, donc je tire la conclusion que ce qui lui arrive, vous pensez que ce qui lui arrive n'est que mérité. Bon, c'est un conseil donné à lui et à tout le monde, donc prenons le conseil de cette façon. Je vous remercie.